Si vous voulez bien, nous allons débuter cette audition matinale. Voilà, et donc je sens qu'après la séance d'hier soir, vous êtes en grande forme. Voilà. Bien, alors, nous recevons ce matin Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités des Familles, et Monsieur Yannick Noder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux Soins. Très heureux de vous accueillir. Donc, nous avons bien entendu évoquer l'actualité avec le PLFSS. Et je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Madame la ministre, Monsieur le ministre, l'Assemblée nationale est saisie en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour la sécurité sociale pour 2025. Le gouvernement a engagé lundi sa responsabilité sur l'article liminaire et la première partie de ce texte. Si la motion de censure examinée cet après-midi n'est pas adoptée, il est vraisemblable que le gouvernement procède de la même façon sur les deuxième puis troisième parties du PLFSS. Dès lors, le gouvernement dispose dès à présent d'une vision claire du texte dont devrait être saisi le Sénat la semaine prochaine si aucune motion de censure n'est adoptée d'ici là. Madame la ministre, Monsieur le ministre, je vais sans plus attendre vous laisser la parole pour nous présenter tout d'abord l'équilibre de ce PLFSS ainsi que les mesures qui ont évolué. Vous pourrez notamment nous préciser en quoi il se rapproche ou diffère des conclusions de la CMP du 27 novembre dernier. Les membres de la commission seront amenés ensuite à vous interroger. En premier lieu, notre rapporteur général Elisabeth Doineau, mais également les rapporteurs de branche qui seront amenés à intervenir. Et puis ensuite, nous lancerons le débat donc avec l'ensemble de nos collègues. Alors, je sais qu'il y a une contrainte horaire. Hein, le départ est prévu 9h30, autour de 9h30 pour des raisons de Conseil des ministres, vous comprenez tous. Donc, je vous demanderai les uns et les autres d'être précis dans votre question. C'est-à-dire question et pas propos liminaires, d'accord? Et nos ministres seront également extrêmement précis dans leurs réponses autour de tout cela. Voilà. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Alors, vous m'avez interrogé, incité, Monsieur le Président, à revenir tout de suite, finalement, sur le chemin qu'a parcouru ce PLFSS, puisque je crois que nous pouvons dire qu'il a vécu un parcours quelque peu inédit. Vous aviez eu l'occasion de voter ce texte qui a fait l'objet d'une CMP conclusive, suffisamment rare pour être souligné. La censure a conduit l'Assemblée nationale à réexaminer ce texte à partir du texte que vous aviez voté, puisque, comme vous le savez, nous sommes repartis du texte Sénat qui a été discuté à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée et a fait l'objet lundi d'un 49.3 sur sa première partie, et ce sera également le cas sur la partie recettes comme sur la partie dépenses du texte. Je le dis à ce stade, nous espérons évidemment à s'approcher le plus possible de la façon dont ce texte a été examiné, parce que vous le mesurez, nous sommes le 5 février aujourd'hui et nous avons besoin que notre pays se dote des documents financiers dont il a besoin pour fonctionner. Plutôt qu'un long propos introductif, il me semblait important de retracer avec vous les apports et les évolutions qui sont intervenus tout au long de ces différentes étapes. Et bien sûr, je serai plutôt brève sur la partie santé, dans une notion de complémentarité que je vous demande de bien vouloir comprendre. C'est Yannick Noder qui prendra plus particulièrement la partie santé. Et donc, vous avez dans la lecture Sénat considérablement ajusté, amélioré le projet initial, et nous gardons une partie très substantielle de vos travaux. Pour ne citer que 5 points importants, la taxe soda, vous aviez adopté un barème plus incitatif et inspiré de ce qui fonctionne au Royaume-Uni. Nous conservons cette logique. Sur la lutte contre la fraude, préserver notre modèle, évidemment, si nous voulons le faire, il est important de lutter contre la fraude. Vous avez porté de nombreux amendements. Je pense notamment à ceux de la sénatrice Goulet. Nous en retenons plusieurs. La carte vitale sera sécurisée avec une accélération du déploiement de l'application électronique carte vitale sécurisée d'ici le 31 octobre 2025. Les contrôles liés au versement de pensions de retraite à l'étranger seront renforcés. Les échanges de données entre l'assurance maladie et les complémentaires santé seront simplifiés.
Les professionnels des établissements de santé seront fortement incités à l'utilisation du dossier médical partagé et nous conservons l'amendement de la rapporteure Corinne Imbert. Vous avez porté plusieurs réformes clés en soutien de l'autonomie et des acteurs clés en la matière, et les départements et les EHPAD. Là-dessus, un des gros sujets, c'était la réforme des concours des taux d'APA et de PCH. Nous franchissons une première étape de simplification et de convergence des concours de la CNSA au département. Nous réduisons le nombre de concours de 13 à 9, l'objectif étant d'alléger la charge administrative. 200 millions supplémentaires en 2025 pour maintenir le taux de compensation de l'APA et de la PCH et accompagner la dynamique démographique et le soutien aux aides à domicile. Un effort particulier sur l'outre-mer avec une hausse du taux de compensation de l'APA de 5% dès 2025 pour faire face au défi du vieillissement. Nous poursuivons les discussions avec les départements des 26 pour fixer un taux cible de convergence qui tienne compte des spécificités de chaque territoire. C'est un sujet que vous avez eu l'occasion de beaucoup évoquer. La fusion des sections, les soins de dépendance en EHPAD. Nous savons combien cette réforme est importante pour harmoniser le financement des EHPAD et assurer un traitement égal des résidents sur l'ensemble du territoire. La censure a repoussé son application, évidemment, initialement prévue en janvier 25, mais le gouvernement s'engage à la mettre en œuvre dès mi-25. En d'autres termes, moi, je suis très attachée à ce qu'on soit quand même capable de le faire dès cette année, et nous maintenons une expérimentation de 2 ans avant la généralisation en 27. Donc on ne retarde pas la généralisation. En d'autres termes, on réduit un petit peu l'expérimentation, le temps de la mettre en place sur l'exercice 25. Vous aviez souhaité rendre l'augmentation nécessaire des cotisations employeurs à la CNRACL plus progressive. Nous vous suivons avec une augmentation lissée en 4 ans et non pas 3. Ça donne un peu d'air pour les hôpitaux, les EHPAD et les collectivités locales concernées. Vous avez identifié des niches sociales permettant de rendre l'effort de chacun plus juste. Je pense aux attributions gratuites d'actions. Nous retenons la disposition. Le travail que vous avez mené conduisait à un déficit de sécurité sociale pour 2025 inférieur à 16 milliards d'euros. Lors de la CMP, au-delà d'un certain nombre d'ajustements partagés, il y a eu 2 évolutions importantes. Il faut évidemment rappeler que la CMP, je l'ai déjà dit, était conclusive, et cela nous conduit sur la plupart des dispositions à retenir les dispositions qui ont fait l'objet d'un accord en CMP. 2 évolutions substantielles intervenues en CMP et que nous conservons. Sur les allègements généraux, vous aviez proposé une réforme conduisant à un rendement de 3 milliards. La CMP a abouti à un compromis avec un rendement de 1,6. Nous n'avons pas touché à cette approche, et je dois dire que compte tenu de la situation économique, on est assez vigilant sur la notion du coût du travail pour les entreprises, et donc c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de conserver ce compromis. Vous aviez proposé 7 heures de travail supplémentaires pour financer la branche autonomie. J'en comprends évidemment l'esprit. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire publiquement. Le débat n'est pas mûr. Nous ne reprendrons donc pas cette disposition. Le financement de l'autonomie à long terme, je dois le dire devant vous, reste un sujet majeur. Et je sais que nous aurons à continuer à travailler sur ce sujet. Toutes ces évolutions conduisaient à un déficit pour 2025 autour de 18 milliards d'euros. Il est clair que nous étions début décembre et qu'au moment où je vous parle, nous sommes le 5 février, que donc bien évidemment, tout cela a un coût. Premier coût, c'est évidemment les retraites ont été revalorisées au 1er janvier à hauteur de 2,2%. C'est un coût de 2,5 milliards. Il a été acté juste avant la censure l'abandon du ticket modérateur sur les médicaments. C'est un coût de 500 millions d'euros. Un certain nombre de mesures d'économie ou de freinage de la dépense devaient intervenir au 1er janvier. Elles ont été décalées, ce qui explique une partie de l'augmentation mécanique de l'Ondam que vous aviez votée à 2,6. L'Ondam est mécaniquement entre 2,9 et 3%. Et nous avons, comme vous le savez, mené des discussions pour mettre en place un texte de compromis qui nous a conduit à vous proposer des évolutions supplémentaires avec l'ensemble des ministres du pôle et Amélie de Montchalin. Nous avons écouté chacun des groupes représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour la clarté de l'exposé, je dois dire des groupes qui ont accepté de venir nous rencontrer. Pour être tout à fait précise, nous avons pris en compte les priorités exprimées pour proposer un texte probablement encore imparfait. Et je voudrais insister sur 4 mesures qui sont le fruit de ces discussions. Nous avons décidé d'abandonner la hausse du ticket modérateur sur les consultations médicales, coût de 400 millions d'euros.
et l'abandon des tickets modérateurs nous conduira à demander une contribution aux organismes complémentaires qui ont augmenté leurs tarifs en anticipant légitimement ces tickets. Cette demande ne sera pas dans le PLFSS, puisqu'avec le principe de l'entonnoir, ça n'est pas possible. Ça devra faire l'objet d'un texte ad hoc. Nous avons décidé d'augmenter l'ONDAM pour donner davantage de moyens aux hôpitaux et aux EHPAD. L'ONDAM pour 2025 sera en hausse de 3,4, soit 9 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2024. Et l'ONDAM hospitalier, nous y étions très attachés, augmentera de 3,8%. Des moyens supplémentaires à hauteur de 1 milliard permettront d'améliorer la situation financière des hôpitaux et la capacité à offrir les soins de qualité que nos concitoyens attendent. Vous aviez fait le premier pas, je le redis, avec le lissage des opérateurs, avec le lissage de l'augmentation des cotisations à la CNRACL, et on va un petit peu plus loin avec ce milliard supplémentaire. Nous avons renforcé l'effort que vous aviez engagé en faveur des EHPAD. Vous aviez proposé 100 millions. À la suite de nos discussions, nous sommes à 300 millions. Vous le savez toutes et tous, 66% des EHPAD sont en déficit en 2023. C'était 27% en 2020, pour qu'on ait tous bien en tête cette évolution. Et donc, c'est vraiment un signal d'alerte qui impose des réponses fortes. Et je voulais également dire qu'avec le rapporteur général de l'Assemblée, en lien avec votre président et la rapporteure générale, nous avons fait porter un effort supplémentaire sur un certain nombre d'opérateurs et d'agences sanitaires dans une logique de gel des dépenses par rapport à 2024, et nous aurons à continuer à travailler sur le sujet. En 2024, le déficit de la sécurité sociale est de 18 milliards d'euros. Avec ce texte, compte tenu des effets de la censure, compte tenu des choix, des compromis que nous avons collectivement faits, le déficit sera légèrement supérieur à 22 milliards. On devrait être aux alentours de 22 milliards 100 pour être précise. Évidemment, je ne vais pas vous dire que nous pouvons nous satisfaire de cette situation. Si nous ne votions pas le PLFSS, nous serions à 30 milliards. Je crois qu'il faut que chacun ait bien cette idée. Donc, se dire que ce budget 2025 est incontestablement une première étape, que nous devons collectivement trouver des solutions. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à vous dire que dès après l'ensemble de ces textes, si nous en avons l'opportunité, je vous proposerai que nous puissions les uns et les autres travailler sur un sujet qui concerne totalement votre commission, qui est celui du virage démographique, de la natalité jusqu'à la fin de vie, et que nous travaillons sur l'ensemble des sujets, parce que nous voyons bien qu'au moment où nous parlons du 80e anniversaire de la sécurité sociale, nous avons de gros enjeux devant nous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Je vais donner la parole maintenant à Yannick Noder. Monsieur le Ministre, c'est à vous. Merci, Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames, Messieurs. En complément de ce qui vient d'être globalement décrit par Catherine, peut-être dire qu'est-ce qui nous a rassemblés dans cette CMP et qu'est-ce qui avait été opposant et qu'est-ce qui étaient les points de difficulté des uns et des autres. Puisque j'ai eu la grande chance de pouvoir être dans cette CMP et d'avoir pu rapporter le budget au niveau de l'Assemblée. Tout d'abord, remercier Elisabeth et Philippe pour le travail qu'on a pu faire avec Frédéric Valtou et puis maintenant qui est complété par Thibault Bazin. Globalement, donc, le texte du Sénat, moyennant ce qui avait été senti, apprécié à la CMP, avec des amendements qui seront successivement portés soit par le rapporteur, soit par le gouvernement. Je crois qu'il y a un sujet fondamental qui avait été évoqué dans le discours de politique générale, qui était la pluriannualité. On a tous bien conscience que, globalement, le trou de la Sécu, puisque c'est de ça dont il s'agit, va pas pouvoir se régler sur un exercice budgétaire, mais sur plusieurs, et qu'il va bien falloir, si nous voulons engager ces réformes structurelles que je crois que globalement nous attendons tous, nous les attendons tous, mais finalement on voit bien que c'est dans le diable se niche dans le détail, puisque mesure après mesure, en fonction des sujets, eh bien c'est toujours compliqué. Donc il faut qu'on essaye d'étendre un peu l'élastique pour avoir cette vision pluriannuelle. Je pense que d'une façon générale, l'ensemble des acteurs l'attendent, et je crois que ça leur donnera aussi une perspective de pouvoir se projeter. Donc cette pluriannualité, elle a été annoncée et on va la décliner, et j'espère que je vais pouvoir la décliner assez vite avec notamment les établissements. Après, le deuxième grand sujet qui avait été évoqué clairement, c'est que notamment les hôpitaux, et je sais que vous êtes particulièrement sensible en tant que sénateur sur les collectivités
locales, c'est que le rôle d'employeur des structures ne doit pas être négligé, mais elle ne doit pas, donc sur les cotisations CNRACL naturellement, mais elles ne doivent pas venir en compétition aux soins. Et ça, je crois que c'était extrêmement important. Donc le fait que l'on puisse tirer sur l'élastique sur la durée et puis d'avoir ce milliard supplémentaire va permettre effectivement de passer le cap et surtout de pouvoir faire en sorte que derrière, nous sommes en février, donc le temps que tout ça se mette en place, que nous puissions afficher des tarifs qui soient globalement positifs. Ensuite, un grand sujet, c'est l'efficience, de pouvoir effectivement faire des économies. Un bon nombre, en général, les sénateurs sont beaucoup plus raisonnables que les députés sur ces sujets-là, avec des amendements qui sont plutôt techniques, de fond, qui permettent effectivement de mettre ces sujets d'efficience, que ça soit naturellement sur la prescription médicale, en faisant très attention que ça ne devienne pas des usines à gaz, parce qu'on a un souci de simplification que je crois on partage tous, quelles que soient les couleurs politiques. Donc cette simplification, il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire qu'on veut faire des mesures de simplification, il y aura un package loi simplification, je l'espère, avant l'été, donc il faudra qu'on mette dedans tout ce qui peut simplifier la vie aussi des professionnels de santé pour un meilleur accès aux soins de nos concitoyens. Donc nous faisons attention, conjuguons, c'est difficile, de conjuguer l'efficience, mais de ne pas complexifier les mesures. Ça sera vrai naturellement sur la prescription. Il y aura un sujet qui reste un sujet pour lequel il y a un peu plus de temps, c'était un des amendements et un des souhaits de la CMP sur le transport, et j'y reviendrai, et puis sur la biologie et la radiologie. Pour enchaîner sur le transport, il faudra que nous soyons extrêmement vigilants, parce que, attention, l'impact n'est pas du tout le même quand on est en ruralité, ou dans des zones où malheureusement des collectivités locales n'ont pas pu porter en fonction des compétences entre régions, déléguées aux intercommunalités, aux agglomérations, aux métropoles. Donc il faut qu'on soit vigilant. L'important, c'est que dans certains nombres de territoires, le transport reste fondamental, puisque c'est l'accès à la chimio, à la radio, à la dialyse, donc c'est important. Mais il faudra quand même qu'on conjugue tout ça, parce qu'il faut aussi qu'on voit, il peut y avoir des expérimentations avec des territoires. Quelque part, il faut que nous fassions vigilants que des défauts d'aménagement de transport ne soient pas portés par le budget de la Sécu, et inversement, que le budget de la Sécu reste bien là pour pouvoir faire ce dernier kilomètre qui nous est cher pour le transport. Concernant la territorialisation des actions, vous êtes sénateur, vous êtes au contact des élus quotidiennement, la territorialisation n'a pas non plus le même sens. On le voit sur les transports, mais on voit sur l'accès aux soins. Donc on fait ce travail pour pouvoir voir, notamment sur les laboratoires de biologie, sur la radiologie, avec les risques derrière de financiarisation, et il faut être extrêmement vigilant que les mesures que nous prendrions ici ou à l'Assemblée ou peu importe où, eh bien finalement ne poussent pas davantage, avec l'effet en fait des effets de bord, ne poussent pas les structures de proximité vers de la financiarisation. Vous avez fait un rapport sur ce sujet sur lequel nous avons effectivement, on s'est beaucoup inspiré, et je crois que ça avait été bien évoqué. Donc on est en train de voir avec la CNAM, parce qu'après, si vous voulez, il y a les volontés de principe, et puis après l'effecteur se fera au niveau de la CAM pour voir si on peut territorialiser ces structures. On va prendre par exemple l'exemple des pharmacies qui, en fonction des territoires, jouent des rôles structurants importants, qui sont parfois les seuls lieux où finalement il y a encore une offre de soins. Donc ça peut donner lieu à beaucoup de discussions quand on sait qu'on a des pratiques professionnelles partagées sur différents sujets, notamment la prévention, puisque c'est la volonté aussi que l'on puisse le faire. Moi je regrette peut-être, mais on verra, on pourra y retravailler, c'est pas fondamental, mais l'esprit était intéressant de voir si on peut garder cet ondame prévention que nous avions, qui a à un moment apparu dans le texte au gré d'un amendement qui a disparu. Ça nous permet quand même d'avoir une vision globale, de voir quel est le pourcentage que nous consacrons à la prévention. On sait beaucoup qu'il va falloir beaucoup investir, et que c'est sur une pluriannualité de ces investissements en santé qu'on va avoir un retour sur investissement. Mettre des budgets de prévention maintenant, c'est pas demain que nous aurons un retour sur investissement. On peut prendre naturellement les grandes pathologies cardiovasculaires,
cardiovasculaire, on peut prendre la santé mentale et le cancer, qui représentent, vous le savez, 2/3 de nos dépenses d'assurance maladie. Ça a été l'occasion hier, lors de la journée mondiale du cancer, de réaffirmer aussi les axes stratégiques. Alors c'est bien de réaffirmer des axes stratégiques, mais derrière, il faut naturellement pouvoir le financer. 3 axes ont été portés. Un, avec la volonté de poursuivre effectivement la vaccination du papillomavirus contre le papillomavirus, et c'est quelque chose d'important, et on sait qu'il y a un certain degré d'obscurantisme sur ces sujets-là, donc je pense qu'il ne faut pas lever la garde, et les chiffres progressent, donc c'est quelque chose sur lequel il faut continuer. Naturellement, de discuter, puisque nous avons adopté, et vous le savez tous, puisque c'est vos travaux également, le 100% prise en charge sur le cancer du sein. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels il va falloir aussi derrière trouver les financements, parce que ça fait partie aussi des sujets importants. Nous aurons, et je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, même si c'est du médico-social, mais il y aura naturellement des impacts sanitaires, c'est sur la prise en charge de la maladie de Charcot, puisque c'est inscrit prochainement avec, la vie politique fait que ça a été décalé, mais je crois que les députés attendent aussi avec beaucoup d'impatience. Et puis nous avons aussi le sujet des ratios, n'est-ce pas Bernard, dont il faudra naturellement envisager l'application. Et il faut qu'on soit prudent, parce que vous savez, 2027, il y a ces dates qui apparaissent. Hein. Nous n'y sommes encore pas, mais 2027, c'est quand même 3 ans qui nous permettent quasiment de faire une promotion d'infirmières en plus en 3 ans. Donc, il ne faut pas qu'on perde 2 ans et demi. Voilà, je vous laisse calculer. Oui, vous les comptez en jours, en mois. En tout cas, il faudra qu'on puisse pas perdre ce temps. C'est ce que je voulais surtout vous dire, pour qu'on puisse aussi aller vers la formation. Notamment vis-à-vis et notamment des régions qui sont en lien sur ces responsabilités de formation paramédicale. Sur la partie prévention, on a ces discussions à avoir. Donc il y a des discussions qui sont pour l'instant strictement budgétaires, avec des équilibres financiers. Mais je crois qu'il y a un vrai travail à engager avec les mutuelles, en distinguant les mutuelles et le système assurantiel. C'est pas tout à fait la même chose. Il faut qu'on soit prudent, parce que c'est pas un grand fourre-tout. Il faut pouvoir différencier. Il y a aussi un pourcentage de structures qui sont déficitaires dans ce groupe, de repositionner leur rôle et de voir dans quelle mesure ils peuvent s'occuper de la prévention, pour pouvoir voir comment ça peut se faire, et surtout avec, je pense, nos élus locaux qui sont finalement assez porteurs, assez preneurs de l'amélioration de la santé de leurs concitoyens, et qui ont bien compris que c'était une mesure d'attractivité des territoires. Un professionnel de santé ne s'installe pas dans un territoire quand il n'y est pas passé, et j'avoue que c'est pas très attractif d'aller dans un territoire quand vous savez qu'il rencontre d'énormes difficultés pour avoir de l'accès aux soins. Donc je crois qu'on ne trouve pas un maire, un président de PCI ou autre qui ne sera pas mobilisé pour être aux côtés de l'État, pour pouvoir justement favoriser ces sujets-là. Donc la prévention peut être un sujet, ça peut être aussi avec les mutuelles naturellement. Il y aura naturellement celui du grand âge, puisque vous savez qu'il y a des dispositifs intéressants qui proposent effectivement d'envisager le grand âge comme un risque et de pouvoir envisager un système assurantiel. Ça fait partie des sujets qui sont notamment portés par la Mutualité française et d'autres. Ensuite, globalement, les tickets modérateurs qui étaient hors texte, hein, mais qui avaient donné lieu à des discussions, en tout cas des interpellations au sein des parlements respectifs sur ces sujets-là. C'est une mesure aussi qui n'est pas retrouvée dans le texte, parce que ce n'est pas son lieu, mais qui est aussi clairement un engagement de l'exécutif de ne pas y revenir. Bon, globalement, sur les consultations, sur les médicaments, on est un peu plus d'1 milliard, donc c'est quelque chose de significatif. Pas d'économie sur le dos de la santé des Français, mais de pouvoir être beaucoup plus efficace sur le contrôle des fraudes. Vous connaissez aussi ces travaux du Haut Conseil de la Sécurité sociale, du financement de la Sécurité sociale, qui portent le sujet à 13,5 milliards. Donc il faut que nous puissions poursuivre ces efforts de pouvoir... et justement, on trouve un fort engagement local avec nos caisses primaires d'assurance maladie, avec nos caisses d'allocation familiale. Je vois la sénatrice Puissat, nous avons eu l'occasion de faire cette visite ensemble et de pouvoir déployer
territoire par territoire, région par région, des pôles d'appui qui vont permettre d'avoir des équipes diligentées pour pouvoir faire face à cette fraude qui est une fraude très organisée. Hein. L'idée, c'est pas d'aller embêter l'infirmière dans son cabinet qui, au décours de cotation, aurait mal coté. Il y aura ces effets de bord-là, il faudra qu'on soit très vigilant, mais l'idée, c'est pas d'aller embêter les professionnels de santé, c'est clairement d'aller lutter vers des vraies filières organisées qui s'organisent, dont c'est entre guillemets le job. Il faut quand même se rendre compte, on sait très bien ce qui se passe sur le dark web, que ça soit sur les ordonnances falsifiées, que ça soit sur les bons de transport falsifiés. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sujets sur les cartes vitales et notamment l'utilisation biométrique. Ce n'est pas l'option qui a été gardée. Je ne sais pas si elle a d'ailleurs vraiment été réalisée. Il y avait différentes difficultés inhérentes. On vous doit la transparence sur ce sujet-là. Tout d'abord, il y a beaucoup de fraudes. On se focalise beaucoup sur la carte vitale, mais ce n'est pas l'unique moyen de fraude à l'assurance maladie. Elisabeth le sait parfaitement. Donc, premièrement, attention, c'est très emblématique, mais il faut voir le rendement de la mesure. Ensuite, nous avons plutôt intérêt, comme beaucoup de systèmes bancaires et autres l'ont fait, hein, vous avez pour une grande partie d'entre vous les applications sur vos smartphones avec votre possibilité de paiement et de carte bancaire sécurisée, on se propose de pouvoir généraliser l'expérience. Alors, en fonction de vos départements, vous pouvez déjà avoir cette digitalisation de votre carte vitale. Ça dépend où est-ce que vous habitez. Je vous invite à aller effectivement télécharger l'application et vous verrez si vous êtes couvert ou pas. Mais si à terme on a cette carte vitale, alors moi je suis pas dans un département éligible, donc je peux pas vous faire la démonstration. J'ai le bel icône et j'ai l'appli, mais malheureusement ça me dit que ça va arriver, donc je vous laisse aller sur cette application. Vous avez cette carte vitale digitalisée. Donc j'active mon application en 5 étapes, donc c'est bête, comme c'est assez facile. Il y a des fractures numériques, mais on pourra pousser ce genre de sujet qui amène un degré de sécurisation important. Après, il y a 2 autres sujets pour conclure, pas être plus long et surtout ne pas renier vos questions. Je pense que il y a le sujet aussi de santé mentale qui a été reposé, qui était une volonté de Michel Barnier. Là aussi, il ne s'agira pas que ça soit que des mots. Il faut que derrière, nous soyons en mesure, en fonction des différents financements de ce PLFSS, de trouver les moyens pour pouvoir les mettre en application. Et là aussi, on voit bien que ça sera de la pluriannualité, notamment sur ces sujets qui sont aussi souvent très sectorisés entre les structures d'hospitalisation et les CMP en ville. Et puis le dernier point, c'est un sujet important, c'est les soins palliatifs, puisque effectivement le Premier ministre a annoncé de vouloir régler ces sujets-là, en tout cas de se pencher sur ces sujets-là en 2 temps. Et je crois qu'il y a une première étape qui satisfaisait globalement tout le monde, c'est de pouvoir effectivement pousser cette possibilité d'accès aux soins palliatifs, qui est finalement le soin ultime. Hein. Moi, je considère que c'est une prise en charge médicale, et d'ailleurs, ça accompagne beaucoup la prise en charge des pathologies chroniques, des pathologies incurables, sur ces sujets de soins palliatifs, de pouvoir les développer. Alors, tout n'est pas que question de moyens, parce qu'il faut aussi avoir de la formation. On ne va pas évoquer le sujet de la formation ce matin. Il faut, avant d'armer des lits ou des prises en charge ambulatoires, il faut naturellement des professionnels, mais il y a bien les budgets qui sont prévus sur un profil de pluriannualité aussi pour développer des soins palliatifs pour tous et partout sur notre pays, et notamment en Outre-mer, qui a une situation aussi très particulière sur son accès aux soins. Voilà, merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je vous donne la parole, vous êtes 14 inscrits, donc normalement, si vous n'êtes pas court, ce n'est pas possible, hein. Les derniers ne pourront pas intervenir, ou alors on ne posera que des questions, on n'aura aucune réponse, c'est comme vous voulez. Voilà, donc je compte sur vous, y compris les rapporteurs, pour poser la question et pas de propos liminaires. Voilà. Hein, vos expériences sont très riches, mais voilà. Je suis pas sûr à la fin, on verra. Voilà. Allez, on débute tout de suite par Elisabeth Doineau. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, concernant les consignes, vous me permettrez de remercier Madame la Ministre, Monsieur le Ministre pour l'ensemble des propos qu'ils ont tenus. Je vais être effectivement très courte parce que je veux laisser la parole à mes collègues. La première question, c'est sur finalement l'atterrissage. On devait faire 16 milliards avec Michel Barnier. Sortie de CMP, on était à 18,3. Aujourd'hui, on serait autour de combien exactement, pour que tous mes collègues soient renseignés. Moi, j'ai un peu la situation en tête. Le deuxième point, l'ONDAM, est-ce que c'est encore crédible
tel que nous connaissons cet objectif national de dépenses, de garder ce mécanisme. Parce qu'en réalité, en fait, on sait que c'est un outil de pilotage, mais on ne pilote rien. Puisque chaque année, et on l'a vu l'année dernière, on nous annonçait même à la veille de travailler sur ce PLFSS qu'il y avait encore 1 milliard de dépenses supplémentaires. Et puis la troisième question, c'est la FHF nous a annoncé la semaine dernière, nous avions en audition, que leur déficit au niveau des hôpitaux continuait. Quelle est votre analyse ? Et nous serions tout à fait disposés à vous entendre sur, effectivement, la suite à donner. Vous avez parlé de travaux, Madame la Ministre, moi j'y suis vraiment attachée parce que tu vois, c'est pas évident de se concentrer, d'aller vite. Oui, bah voilà, ça y est, j'ai perdu le fil de... Merci Elisabeth. Allez, Corinne Imbert. Merci Monsieur le Président, merci Madame, Monsieur le Ministre. Première question sur l'Ondam 2025. Comment justifier pour les Français une telle augmentation de l'Ondam, quand on regarde Ondam 2019, Ondam 2025 et comment rendre cette dépense supplémentaire efficace? Monsieur le Ministre, vous avez parlé d'efficience. Plus d'efficience en ville, c'est abordé dans le texte. Est-ce qu'il peut y avoir plus d'efficience à l'hôpital? Sur la situation financière des établissements de santé, entendez-vous réétudier les modalités de compensation des charges qui pèsent chaque année à hauteur de 11 milliards d'euros sur les établissements de santé et qui alimentent le déficit hospitalier? Du jamais vu au niveau du déficit. L'évolution du déficit de la branche maladie montre que le Ségur n'a pas été financé et continue de peser dans le déséquilibre. Quelle stratégie de redressement? Sur les mesures de régulation, comment comptez-vous faire appliquer les mesures portées par l'article 15, environ 600 millions d'euros, secteur de l'imagerie médicale et du transport, alors que la période pour l'appliquer, cette réduction, est plus réduite? Est-ce qu'en clair, les tarifs, les baisses de prix risquent d'être plus importantes? Ou est-ce que vous allez reporter ce déficit? Enfin, les discussions, vous savez qu'à la veille de la discussion du PLFSS, vous avez découvert qu'il y avait une moindre recette sur les remises de médicaments à hauteur d'1,2 milliard. Est-ce que les industriels ont contesté? Est-ce que les discussions ont repris avec les industriels? Où on en est sur ce point-là? Et enfin, est-ce qu'il y a des mesures réglementaires cachées dans ce PLFSS? Très bonne question. Je donne la parole maintenant. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour faire court, on avait voulu faire participer les retraités à l'effort budgétaire. On n'a pas pu le faire. Prévoyez-vous finalement quand même de les faire participer? Ensuite, deuxième question, il y a une mission flash sur la retraite. Est-ce que le gouvernement va revenir sur la réforme adoptée donc, en 2023? Et quelle marge de manœuvre a-t-on avec ce déficit? Et juste un petit mot sur la retraite des agriculteurs. Il faut avoir en tête la date du 1er janvier 2026. La clause de sauvegarde pour le mois de mars 2028 ne doit être que très, très, très exceptionnelle. Merci bien. Olivier Henno. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres. Il nous faut un PLFSS et le plus vite sera le mieux. Mais naturellement, beaucoup de choses resteront à régler, et notamment, je veux porter le regard sur la branche famille et dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de déficit sur cette branche qu'elle n'a pas besoin aussi de réformes structurelles. Et donc, au-delà du PLFSS, quel est votre agenda sur la réforme des modes de garde, sur l'attractivité des métiers, les assistantes maternelles, le recrutement dans les crèches? Je vous remercie. Très bien. Et Chantal de Seyne. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Sans préambule, je vais droit au but. Je voudrais revenir sur la fusion des sections. Vous avez dit, Madame la Ministre, qu'elle interviendrait dès cette année. Initialement, si nous avions voté le budget en fin d'année 2024, ça prenait effet dès le 1er janvier 2025. Êtes-vous en mesure de nous donner une date? Je vous remercie. C'est parfait. Alors, je vous laisse vous répartir les questions, j'imagine, entre le sujet santé et le reste. Madame Vautrin. Président, donc pour être très concrète sur les questions de Madame Doineau,
L'atterrissage, il est simple, c'est 22,100 milliards. Je reste évidemment toujours prudente sur les derniers équilibres, mais à ce stade, c'est 22,100. En ce qui concerne l'Ondam, tout est fait pour que, évidemment, il soit le plus sincère possible. Évidemment que, et Yannick Neuder en a beaucoup parlé, on est sur une logique de pluriannualité, c'est absolument indispensable. Sur la question concernant la FHF, oui, il y a des déficits hospitaliers, notamment 1 milliard d'euros en matière d'oxygène, ce qui montre bien les difficultés qui sont les nôtres sur le sujet. En ce qui concerne les mesures réglementaires cachées, il n'y a pas de mesures réglementaires cachées, Madame Imbert. Non, mais vous avez raison, mais mais je pense que c'est extrêmement important entre nous qu'on puisse se dire les choses aussi directement, et je vous remercie de poser la question. Vous avez pu voir que le décret CNRACL est pris et que le décret sur les indemnités journalières va être pris. Donc c'est totalement transparent, et je pense que c'était important qu'on puisse le dire. On a des négociations avec les industriels de santé en cours et des discussions régulières avec le LEM, parce que clairement, il y a un sujet de prix de baisse des médicaments. En ce qui concerne, Pascal Gruny, les retraites des agriculteurs, l'entrée en vigueur, c'est effectivement un sujet sur lequel on est extrêmement vigilant. Dans un premier temps, on a eu bien en cours le fait de mettre la PPL DIV applicable dans le PLFSS. Ça y est, parce que ça faisait partie des engagements qui étaient pris, et on est très vigilant. On a bien la date de 28, vous avez raison, c'est un point également important concernant les agriculteurs. Sur la branche famille, on a clairement à retravailler l'ensemble. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait à s'atteler sur l'ensemble des sujets autour de l'enfance. Les modes de garde, vous avez vu, et j'en profite pour dire un mot sur le sujet que vous avez tous vu avec le décret qui a été pris concernant les microcrèches. La volonté, c'est que les microcrèches aient les mêmes conditions que les crèches de petite taille. Et donc, le sens de ce décret, c'est cela. Et je m'insurge contre le communiqué de presse que vous avez pu lire, qui laisse entendre qu'il y aurait des licenciements. Il n'y aura aucun licenciement, puisque ces mesures qui sont pour 26 ne concernent que les nouvelles recrues. En d'autres termes, on se met en ordre de marche pour que les mêmes conditions soient appliquées partout, les conditions de formation applicables en 26. Donc, il n'y a absolument pas de sujet. Madame la sénatrice de Seine, l'entrée en vigueur de la fusion des sections, 1er juillet, parce que vous l'imaginez bien, il faut le temps de le mettre en place, mais 1er juillet, ce qui, je l'accorde bien volontiers, va générer des difficultés de double comptabilité, si vous me passez l'expression, sur premier semestre 25, deuxième semestre 25. Je laisse Yannick Neuder, s'il le veut bien. Alors, en creux de ce qui a été dit, Elisabeth, sur la question, clairement, ce qui est évoqué, c'est une question de sincérité. Et je crois qu'un des efforts aussi dans cette revalorisation de l'Ondam, c'est aussi que le budget soit le plus sincère possible. Alors, moyennant les délais d'application qui n'ont pas échappé à Corinne Imbert, avec notamment parfois pour l'acceptabilité aussi des mesures, des délais qui ont été aussi augmentés, parce qu'il faut aussi, on est tous dans cette situation-là, c'est-à-dire que globalement, si on veut regarder les 10 milliards potentiels d'économies qu'il aurait pu être fait sur ce PLFSS avec quelque chose de beaucoup plus dur en termes de mesures, que ça soit pour les assurés sociales ou pour que ça soit au terme de cotisation, cette trajectoire, elle peut être beaucoup plus dure, mais attention au niveau d'acceptabilité et puis attention sur les délais de mise en application. Moi, je vais vous donner qu'un chiffre. À peu près, le PLFSS qui n'est pas mis en application depuis le 1er janvier 2025, c'est plus de 30 millions par jour qui échappent aux mesures que nous allons pouvoir mettre en place et pouvoir faire adopter. Donc ça va très vite de perdre 30 millions par jour sur un trou de potentiel 28 milliards. Donc sincérité de l'Ondam, un pourcentage d'efficience en fonction des dates d'application qui ne vous ont pas échappé, et plus vite on aura un PLFSS. D'ailleurs, vous avez dû voir dans le texte, en fonction de vos amendements, que certaines mesures effectivement sont
repoussé. Il a été évoqué par la sénatrice Imbert septembre pour pouvoir laisser l'ensemble du dialogue se faire avec la CNAM. Et puis sur d'autres mesures, on a pu mettre en fait le premier jour du mois suivant pour une meilleure application, pour tenir au plus près de la date de mise en application. Ça sur le premier sujet. Sur le déficit hospitalier, clairement c'est un sujet. Hein. Il est cumulé à 3,5 milliards. Donc on ne va pas revenir sur le sujet du Ségur. Je pense que ce Ségur est arrivé à un moment qui était opportun, puisqu'on était en pleine crise Covid, donc il faut se rappeler du moment. C'est aussi, ça a participé à la juste revalorisation de nos niveaux de rémunération de nos professionnels de santé, notamment par rapport au niveau européen, mais clairement une compensation probablement insuffisante qui est aussi en passe d'expliquer aussi le déficit structurel de nos établissements, qui sera extrêmement pénalisant, puisqu'on sait très bien que ça dégrade le taux de marge, et quand le taux de marge de l'établissement est dégradé, et bien derrière ça coupe leur capacité d'investissement, parce que derrière, une fois qu'on aura ce budget-là, il faut se poser la question du volume global des investissements. Ensuite, sur les industriels, la relation avec les industriels, naturellement que les discussions vont reprendre avec les industriels, le LEM notamment, et notamment en lien avec Matignon qui souhaite s'impliquer fortement sur ces sujets. Et puis un sujet qui globalement nous avait un petit peu tous étonnés, ou en fonction d'où nous étions, c'est sur le dépassement des médicaments que nous avions appris en pleine discussion du PLFSS par la DSS avec le 1,2 milliard. C'était ça. Donc pour pouvoir ne pas se retrouver devant, une gestion qui nous étonne sur la véracité des chiffres. Une mission IGAS-IGF sur le dépassement médicaments 2024 est en cours d'être diligentée pour pouvoir qu'on puisse avoir un meilleur contrôle pour avoir des atterrissages. Et il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi peut-être suivre un peu mieux, puisqu'on a à partir du mois de juin souvent la commission qui nous permet de voir si nous nous écartons de la trajectoire. Peut-être qu'il faut rapprocher ces sujets-là, les renforcer. En tout cas, c'est difficile lorsque vous êtes au 12e réalisé d'un budget de vous rendre compte que vous n'allez pas atterrir sur une ligne de médicaments à 1,2 milliard. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à vos attentes. Très bien. Alors, je vous rappelle, maintenant vous êtes encore deux de plus. Donc c'est vraiment question, pas de propos liminaires, rapide. Merci. Qualifié. Merci, Monsieur le Président. Deux questions. Une qui revient au Ségur. Quel est l'état avec l'extension du Ségur? Beaucoup de structures médico-sociales notamment, mais pas seulement, il y a les hôpitaux aussi, qui sont au bord du dépôt de bilan pour certaines à cause de cette extension. Où est-ce que vous en êtes dans vos discussions avec les départements? Et une autre question qui concerne la prévention, qui coûte pas mal d'argent, je n'ai pas de chiffre exact, mais qui coûte pas mal d'argent, avec une lisibilité qui est illisible, qui est invisible. N'est-il pas temps, monsieur le ministre, de mettre un frein à tout ça, essayer de partir à zéro pour structurer quelque chose que la population s'approprie, parce que c'est là le problème aujourd'hui. Merci. Christine Beauforti-Dossa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur les soins palliatifs. Des crédits supplémentaires sont donc prévus pour les soins palliatifs, ce qui est une première étape pour concrétiser cette stratégie décennale. Plusieurs mesures vont être prises et des moyens supplémentaires seront donnés dans le budget. Et parmi ces mesures, une unité de soins palliatifs assurée sur tout le territoire. Je rappelle que ce discours, nous l'entendons depuis des années et des années, mais que rien n'est fait, puisque l'offre des soins palliatifs reste notoirement insuffisante. 500 personnes meurent chaque jour sans avoir reçu les soins dont ils auraient eu droit. Donc ma question est simple, pensez-vous vraiment avoir les moyens de vos ambitions? Et puis, allez-vous attendre la future loi, si future loi il y a, pour mettre en place rapidement ces mesures? Merci. Anne-Sophie Romagny. Merci, Président. Une question rapide concernant la revalorisation des actes infirmiers. Un amendement avait été déposé à l'Assemblée nationale en automne. Il a été conservé dans la version du Sénat. Je voulais savoir où on en était sur la revalorisation des actes infirmiers libéraux. Merci. Pour Sémonge.
Oui, merci, Monsieur le Président. Le micro. C'est pas le bon. Hop, voilà, très bien. Merci, Monsieur le Président. Vous avez des objectifs de dépenses revus à la baisse pour vous caler sur des données macroéconomiques différentes, révisées, à savoir celle de l'inflation. Je voulais savoir si vous avez révisé la donnée macroéconomique de croissance et si vous avez un peu mieux tenu compte de l'effet récessif des deux budgets sur la croissance. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que le milliard supplémentaire dont vous parlez pour l'ONDAM intègre les 300 millions à peu près libérés par l'étalement de la CNRACL que nous avions voté au Sénat, donc voilà, et qui devront donc être payés. C'est un effet de trésorerie important en 2028, mais c'est un décalage de 4 ans. Et est-ce que de ce fait, il ne s'agirait pas plutôt d'ajout de 700 millions supplémentaires? Enfin, nous nous félicitons vraiment de la multiplication de l'aide pour les EHPAD en grande difficulté financière. C'est beaucoup plus réaliste par rapport à la situation. Cependant, vous le dites vous-même, c'est en grande difficulté financière, c'est-à-dire ceux qui sont en difficulté financière pas grande ne seront pas aidés et demain seront certainement en grande difficulté financière. La question, voilà, c'est que pour enfin inclure d'ailleurs les services à domicile dont vous n'avez pas estimé, moi j'aimerais savoir si vous avez estimé l'état des services à domicile de leurs grandes difficultés financières. La DPA demande notamment que quand vous multipliez par 3, ça inclut les services à domicile. Et si vous comptez cette année, nous présenter enfin la loi de programmation votée par la loi Bien vieillir, d'une loi de programmation pour l'autonomie. Merci beaucoup. Brigitte Piccolo. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir si une réflexion supplémentaire pourrait être menée sur un abattement supplémentaire pour sur la cause de sauvegarde des médicaments. Très bien. Laurence Muller-Bronn. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, suite à ma question d'actualité mercredi dernier sur les crédits Covid, est-ce que vous pouvez me dire quels crédits seront consacrés au Covid long sur l'ensemble des crédits et la manière de développer le tout sur tout le territoire? Merci. Merci. Céline Brulin. Merci, Président, Madame, Monsieur les ministres. Quand le coût des exonérations de cotisations sociales atteint 4 fois le déficit que vous annoncez, est-ce que vous pensez, je suis là, est-ce que vous pensez soutenable que l'effort demandé de ce côté-là ne soit que de 1,6 milliard alors qu'il va reposer, je mets le PLFSS comme le PLF, de manière très importante sur l'ensemble des Français? J'aurais des arguments pour récuser ce que vous avez expliqué sur le coût du travail, mais le temps imparti ne me permet pas de les développer. Vous avez aussi expliqué que vous souhaitiez que l'augmentation du taux de cotisation de la CNRACL pour les hôpitaux ne vienne pas en conflit avec le soin. Comment pensez-vous cela possible dans la situation de déficit que connaissent nos hôpitaux et que chacun vient de rappeler? Merci. Merci. Je laisse répondre à cette première série de questions et on aura une deuxième série. Merci, Monsieur le Président. Alors, Mesdames et Messieurs les députés, sénateurs, je vous prie de m'excuser. Sur le sujet du... Caisse, on met 1 euro. À chaque fois. Sur le sujet du Ségur et des coûts de l'accord, donc 600 millions de l'accord, il y a 300 millions qui sont versés sur l'OGD, 130 millions de l'État en cours, 170 millions où nous discutons avec les départements dans le cadre d'un comité des financeurs à venir. Nous soutenons évidemment
évidemment les départements avec 200 millions de concours, une moindre économie, la solidarité à la source qui est un autre élément. Bon, on voit bien la difficulté que l'on a et les discussions avec les départements sont, je dois le dire, ouvertes et responsables, parce que je crois qu'il faut qu'on se dise que les discussions qu'on a avec les départements, elles sont dans une globalité. Il y a eu le sujet que j'ai eu à traiter au dernier trimestre 24, qui était le sujet des prélèvements. Bon, là, on est sur les sujets des accompagnements, et quand on discute avec DF, c'est évidemment l'ensemble de la copie que nous devons regarder. Sur la question de Madame la sénatrice Beaufanté-Desaix sur les soins palliatifs, moi, je voudrais être tout à fait clair avec vous, Madame la sénatrice, pour vous dire que l'engagement du gouvernement, j'étais au banc, donc j'essaie d'assumer ce que je dis, c'était 1 milliard d'euros sur 10 ans, 100 millions par an. Donc c'est effectivement ce que l'on met. Et effectivement, l'objectif, vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est au minimum un service de soins palliatifs. Et pour être tout à fait concrète avec vous, il y a 15 jours, j'étais à l'hôpital de Flers, département de l'Orne, qui n'a pas de service. Et l'idée, c'était d'aller lancer la création de 10 lits de soins palliatifs. Et Yannick Noder est très engagé sur le sujet. On a 15 départements supplémentaires en 2024. Donc vraiment, très concrètement, l'objectif, c'est d'aller sur ce sujet. Je laisserai Yannick Noder répondre sur les actes infirmiers. Madame Poncet-Monge, sur la question, oui, Madame la sénatrice, vous avez effectivement tout à fait raison. Il y a bien 250 millions qui étaient dans la V1, si vous me passez cette expression, 750 millions dans la VD, et en plus 1 milliard, donc ça fait donc 1 milliard par rapport au texte initial, pour être tout à fait concrète. En ce qui concerne les questions de Madame Brulin, effectivement, je pense que là, on a un débat de fond, puisque d'un côté, on a le sujet de la situation des entreprises, et notamment, on le voit actuellement avec un certain nombre de difficultés, et le coût porté par les allègements de charges. D'où cette réflexion qui a été d'aller à un 6. Et j'ose dire que là-dessus, on a, il faut avoir, je crois, l'honnêteté de reconnaître, une différence de lecture très importante, y compris au fond. Sur le deuxième point que vous avez mis en avant, on n'est pas là pour opposer CNASRL d'un côté et de l'autre côté le soin, mais on est aussi là, et je pense qu'on se retrouve sur ce point, on a un engagement vis-à-vis des agents. Moi, je suis à l'origine de l'enquête IGAS-IGF, parce que je voyais l'incapacité à prendre en charge les retraites des agents. Et d'où la nécessité urgemment de répondre à cette situation. C'est le minimum qu'on doit aux agents hospitaliers comme aux agents de la fonction publique territoriale. Derrière, ça revient sur une des questions qui a été posée tout à l'heure. On l'a abordé tant Yannick que moi. On a un sujet structurel, je crois qu'il faut qu'on se le dise, du financement de l'hôpital. Et si je devais prendre une des dernières enquêtes qui a été rendue publique, on voit bien que tous les hôpitaux avec petite activité, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 20 millions de chiffre d'affaires, sont des hôpitaux qui aujourd'hui n'ont pas retrouvé la situation ante-Covid. Ceux qui sont à plus de 150 l'ont retrouvé, voire dépassé. Donc, quelque part, on a à faire ce travail. Ça n'est absolument pas un jugement de valeur de ma part, c'est juste un état de fait sur lequel nous devons travailler et qui va nous conduire, et c'est une réponse à la question qui a été posée, oui, nous devons nous poser sur l'ensemble du chantier. Ça revient à la question qui a été posée sur la loi Bien vieillir. L'idée, c'est de dépasser, et je connais votre attachement, Madame la sénatrice, sur le sujet, c'est de dépasser la seule notion bien vieillir pour reprendre la totalité du sujet, qui est celui du vieillissement dans sa manière la plus large. Et c'est pour ça qu'on a aussi le sujet de la naissance, de l'enfance, etc. Tous ces sujets doivent être revisités. C'est l'ensemble du modèle que nous devons regarder. Très bien. Monsieur le ministre, en complément. Alors, en complément, très rapidement, pour le collègue qualifié, globalement, la prévention, je sais que c'est un sujet sur lequel tu es très attaché. Globalement, on peut la chiffrer autour de 8 milliards si on va la chercher, l'individualiser sur ce PLFSS. En tout cas, c'est le chiffre que moi je vais retenir pour pouvoir justement voir quelle est l'évolution dans le temps et de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut progresser sur ces sujets-là. Mais là aussi, je le redis bien, mais tu le sais parfaitement, si on veut lancer des grands programmes, et j'espère qu'on pourra le faire sur l'année 2026, sur la maîtrise des facteurs de risque cardiovasculaire,
Pour pouvoir voir l'impact sur moins d'AVC, moins d'infarctus, il va falloir quelques années. Mais en gros, on est sur 8 milliards. Jacqueline, je confirme qu'effectivement, la priorité sur les soins palliatifs... Oh, pardon, Christine. Sur les soins palliatifs, il y a un engagement financier. Je pense que le sujet ne sera pas le problème du financement. Ça a été redit par Catherine, 100 millions d'euros par an sur 10 ans, sur un plan d'1 milliard. Catherine était au banc, moi j'étais dans l'hémicycle, ça a été dit, la parole du gouvernement sera tenue. Mais là encore, je rappelle la nécessité de formation initiale, mais aussi de formation continue, parce que je ne suis pas complètement convaincu qu'un médecin de soins palliatifs, un infirmier de soins palliatifs, c'est un sujet et une vocation initiale. Alors pour certains peut-être, et c'est tout à fait louable, mais c'est souvent une formation continue. Après un certain nombre d'années d'exercice professionnel, on va vers une formation continue. Et j'avoue que sur cette formation continue, on a des choses à améliorer, des passerelles à créer. C'était l'objet de la loi que j'avais déposée en 2023 qui avait été adoptée, qui je crois va bientôt s'inscrire chez vous. On va pouvoir travailler ces situations de passerelles pour, dans une deuxième partie de vie professionnelle, prendre soin des gens autrement. Sur les revalorisations, que la question est très claire, j'espère que la réponse va l'être tout autant. Globalement, mais je ne suis pas sûr. Sur la revalorisation, c'est à peu près 10,9 milliards d'euros. Sur la partie hôpital, sur la partie médico-sociale, sur la question très précise que vous posez, Madame la sénatrice, je ne vais pas botter en touche, c'est la revalorisation très claire de l'infirmière suite aux discussions que nous avons eues avec les nombreux syndicats infirmiers, notamment vis-à-vis du mouvement infirmier en colère et autres, qui pose vraiment une question de cette revalorisation, et je pense qu'il faut qu'on le travaille, parce qu'on ne pourra pas avoir de virage domiciliaire et de virage ambulatoire si on n'est pas capable de mailler notre territoire. Donc dans les réformes structurelles que l'hôpital attend, notamment sur le virage notamment ambulatoire, avec plutôt plus d'hôpitaux de jour pour pouvoir effectivement diminuer les durées moyennes de séjour, qui permet aussi de s'organiser différemment. Il ne faut pas qu'on oublie dans ces réformes structurelles le maillage territorial. Donc il y avait des projets de loi infirmiers, il faut qu'on revoie le sujet, parce que je ne voudrais pas non plus qu'on ne soit pas, disons, transparent avec ces professions qui prennent le soin à bras-le-corps et qui le portent dans nos territoires. Si cette loi s'accompagne d'une loi global, mais qu'il n'y a pas de revalorisation à la clé, parce que je crois que c'est 6,90 € la prise de sang à domicile, quand on sait que le deuxième acte est à 50%, le troisième est gratuit, plus les frais de transport. Il faut quand même être extrêmement vigilant. Donc c'est des discussions qu'il faut qu'on ait pour pouvoir donner des signaux très positifs, parce que des enquêtes sont assez inquiétantes, puisqu'on dit que plus de 50% à 5 ans des infirmières libérales envisagent de changer de métier. Donc là, on a un vrai sujet d'attractivité, mais avec Catherine, c'est un sujet qu'on souhaite travailler. Sur la croissance, je ne sais plus si ça a été redit, Madame la sénatrice, mais on est bien sur des objectifs de croissance à 1,4, donc je ne sais plus si c'est ce qu'on était. 1,4 à 1,6, ça dépend. Ah, j'ai dit 0,9, pardon. Si je peux me permettre. Pardon, tu as bien fait. On est passé de, oui, on est passé de 1,1 à 0,9. Voilà, 0,9. Mes excuses. Mais non, tu as raison, Catherine. 0,9. Et sur le dernier sujet, sur le Covid long, moi, je veux qu'on reparle de ce sujet tranquillement. C'est-à-dire qu'on a vu on a appris en marchant sur ce sujet-là. Il y a plus de 200 symptômes. La physiopathologie de cette maladie est encore mal connue. Donc, il y a eu des enveloppes d'amorçage et des dispositifs de l'aide à la coordination qui ont été posés. Chacune des ARS s'en est emparée pour pouvoir le créer. L'idée, c'était de pouvoir créer un juste accès aux soins quand un professionnel de santé pensait que son patient avait un Covid long ou que, effectivement, un patient avait du mal à rentrer dans une filière pour sa prise en charge. Donc, ces dispositifs ont été mis, ils tendent à s'éteindre. Pourquoi ? Parce que les filières ont été constituées et sur, notamment, alors je veux bien revoir particulièrement le Grand Est, mais dans l'ensemble des sujets pour avoir réinterrogé les ARS, et d'ailleurs, si vous allez sur santé.fr, en fait, alors si ça ne marche pas, je veux bien regarder, c'est pas ce qu'on me dit, mais c'est l'importance du terrain. Normalement, chaque patient ou chaque professionnel de santé trouve une solution à minima dans son département pour une prise en charge sur le Covid long, qui est une prise en charge pluridisciplinaire en fonction des symptômes, puisque vous savez que les symptômes sont multiples et variés. Donc, pour l'instant,
et surtout pour avoir rencontré votre directeur général d'ARS et pour avoir eu le retour notamment du CHU de Nancy, eux-mêmes ne demandent pas ces enveloppes parce que pour eux, si vous voulez, ce financement, quand un patient vient à l'hôpital, il a un symptôme. Il va tomber dans une revalorisation T2A pour l'établissement, et que le patient soit hospitalisé pour Covid long, qu'il consulte pour Covid long, l'hôpital a la même recette, quelle que soit la pathologie, en fonction du GHS. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, besoin d'avoir des tarifs particuliers, puisque c'est les tarifs du droit commun qui s'appliquent. Par contre, que l'on ait une filière, comme l'a dit Madame la sénatrice, pour avoir des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, qui sont particulièrement formés, c'est un sujet. Mais dans le sujet de la filière du Covid long, nous avons besoin d'avoir un parcours de soins, et la tarification, celle du droit commun, s'applique parfaitement. Très bien, merci beaucoup. On continue. Toujours, hein, question courte, réponse courte. Florence, Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être concise. Avez-vous un budget communication auprès de la population sur le PLFSS? Parce que je crois que nos concitoyens n'appréhendent pas la santé de façon financière et ont besoin de voir comment ça s'articule. Deuxièmement, et je me réjouis que la MEX prenne le sujet en cours sur les erreurs médicamenteuses. J'ai une question là-dessus. Est-ce que vous envisagez de faire modifier ou harmoniser plutôt les logiciels hospitaliers dont l'hétérogénéité est dangereuse? Je l'ai constaté à titre personnel. Et troisième question, ça c'est une question de la pédiatre. Est-ce qu'on peut se résoudre à rester au 22e rang en termes européens en termes de mortalité infantile? Plus spécifiquement, est-ce qu'on n'abandonne pas un petit peu trop le recrutement de spécialistes, d'internes de spécialité, en faveur des généralistes qui sont spécialistes aussi eux-mêmes, mais est-ce que la baisse de niveau général ne va pas finalement retentir? C'est une question hors sujet PLFSS. Hors sujet, donc on verra si on a le temps de la réponse. Allez, je passe la parole à Monique Lubin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, quid de la loi de transformation du service de contrôle médical, très contestée par les salariés, qui a été rejetée à l'Assemblée nationale, mais qui, semble-t-il, est revenue. Madame la Ministre, faites-vous vôtre les propos de la Ministre du Travail sur la fiscalisation de la sécurité sociale? Nous y sommes fortement opposés, dans la mesure où on reviendrait sur le travail des partenaires sociaux, bien évidemment, sur leur participation, et sur les dangers aussi que cela peut impliquer à la longue, surtout pendant des années de vaches maigres. Et enfin, faites-vous vôtre la théorie de la dette cachée en matière de retraite. Voilà. Et je conclurai en disant, vous l'avez dit, mais j'insisterai là-dessus, on parle beaucoup de notre déficit de régime de retraite. Je ne vais pas refaire mon argumentation maintenant, mais le danger, il n'est pas là-dedans. Le danger, il est dans le vieillissement de la population, avec ce que ça va impliquer en matière de dépenses de sécurité sociale, de santé, et également de soutien au vieillissement de la population. Et là, je suis désolée, tout le monde en parle depuis des années, mais absolument rien, aucune mesure n'arrive. Merci. Émilienne Pourmirol. Oui, merci, Président. Désolé, mais je trouve que l'exercice en 1 heure et quelques, alors qu'on a 2 ministres qui viennent nous accueillir, et pour parler d'un sujet aussi important que le PLFSS, c'est quand même un peu juste. Et je trouve d'ailleurs dommage de façon générale. Non mais, attends. Bon, attends, Philippe. Moi, de façon générale, si vous permettez. Faut pas chercher là. Allez, d'une façon générale, je trouve que des sujets aussi importants que la santé, l'autonomie, le vieillissement, et qu'on examine uniquement sur l'angle PLFSS, ça me semble dommage. Je trouve intéressant qu'on ait le temps de discuter sur le fond,
Parce que là, on a tous passé, et je remercie mes collègues qui ont passé tous des questions précises, et je ne vais pas les reprendre, parce que j'avais les mêmes, je dirais, mais c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas discuter sur le fond. Vous reprendre aussi, Madame la Ministre, je vais remettre une pièce dans le pot en disant, vous avez évoqué 3 fois la censure, il n'y aurait pas eu censure s'il n'y avait pas eu dissolution, on ne va pas revenir là-dessus, c'est clair. Juste, par rapport aux nouveaux chiffres que vous donnez sur le déficit de la Sécu, oui, il y a eu des négociations, mais c'est le principe même de la négociation d'obtenir quelque chose, sinon on est bien d'accord, on n'y serait pas allé. Donc on est bien satisfait, j'allais dire, du fait qu'on ait obtenu quelques avancées, mais par contre, c'est vrai que sur la réduction du trajet, et même dans les années qui viennent, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout parce que vous n'envisagez jamais des recettes nouvelles. Et je regrette vraiment, je l'avais dit lors de la CMP, qu'on n'ait pas au moins tenu les objectifs qu'avait fait voter Elisabeth Denot en tant que rapporteur sur au moins les 4 milliards d'allègement sur les cotisations. On est retombé à 1,6. Et donc, de fait, le déficit ne fait que s'aggraver. Donc, dans les années qui viennent, est-ce qu'on va pouvoir enfin parler de recettes? Parce que tout ce qui est efficience, on est d'accord qu'il faut gagner l'efficience tant à l'hôpital qu'en ville, etc. Sur le dossier médical partagé, tout ça, bien sûr, ce sont des mesures intéressantes. Mais est-ce qu'on va aborder le problème de fond entre équilibre, dépenses, recettes? Merci bien. La parole maintenant à Annick Petrus. Madame la ministre, lors de l'examen du PLFSS au Sénat, j'ai porté un amendement visant à protéger le régime d'exonération des charges sociales patronales en Outre-mer, le dispositif LODEOM, des effets indirects de la refonte des allègements généraux. Pouvez-vous nous garantir que cet amendement sera maintenu dans la suite de la discussion parlementaire? Si ce n'est pas le cas, quelles solutions envisagez-vous pour protéger les entreprises ultramarines d'un choc économique non anticipé? Merci. Et pour terminer, Anne Suris. Je vous donne la parole, Madame et Monsieur le Ministre. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Président. Madame Lassara, je vais répondre sur 2 points. Le premier sur la communication, pour vous dire qu'on a évidemment une direction de la communication au ministère, mais parallèlement à ça, sur le PLFSS au sens sécurité sociale du terme, c'est une communication de la sécurité sociale, mais je suis prête à faire le relais, bien sûr. Et en ce qui concerne le ministère, moi, j'avais pris un engagement, il y a eu une première campagne, mais on va continuer, sur un élément que vous avez en filigrane plus ou moins abordé les uns et les autres, qui est celui des métiers du prendre soin. Puisque, comme vous le savez, nous manquons de bras des berceaux jusqu'au lit d'EHPAD. Et là-dessus, moi, j'ai été plusieurs fois interpellée par des professionnels qui souhaitaient une campagne qui mette en valeur ce qu'ils font. Et donc, nous allons retravailler sur le sujet. En ce qui concerne, je marche sur les plates-bandes de Yannick sur le recrutement des internes de spécialité, il va y revenir. Moi, je dis quand même un élément, c'est qu'on voit bien la difficulté. J'étais pas plus tard que samedi à Strasbourg aux US, et ce que dans le service précisément natalité, infertilité, etc. La difficulté que soulevaient les professionnels, c'est le choix des internes sur des spécialités à garde. Je le dis aussi directement que c'est malheureusement une de nos grandes difficultés. Je crois que ça fait partie des sujets. Je suis très attachée, comme vous, au sujet de la mortalité infantile. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé natalité enfance, parce que nous avons travaillé sur ces sujets. Madame Lubin, les propos rapportés par la ministre en charge de l'emploi, j'oserais dire, concerne la ministre de l'Emploi. Il n'y a pas de fiscalisation. Qu'en revanche, on ait globalement une réflexion, et ça revient à ce que disait Madame Pomerol après, qu'on ait une vraie réflexion de fond sur notre modèle. Oui, nous devons avoir ce travail, et c'est pas dans une commission d'1 heure, avec tout le respect que j'ai pour la commission d'1 heure. Moi, je prends l'engagement, mais si vous voulez, je vous répète, moi, je veux commencer sur la natalité, l'infertilité, les non-désirs d'enfants, enfin, tous ces sujets-là,
pour atterrir au vieillissement. Et quand on nous dit qu'on n'avance pas, je rappelle quand même qu'il y avait, et c'est important de le dire à Madame Lubin, en 2020, il y avait une grande consultation sur le grand âge qui disait il faut 13 milliards d'euros à échéance 2030. On est au moment où je vous parle à 11 milliards. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Et si je prends dans la trajectoire actuelle, c'est les ETP en EHPAD, c'est la fusion des sections, la réforme des concours, le 20% de salaire moyen entre 20 et 24 dans le médico-social. Donc il y a de hausse. Donc il y a bien des choses qui se sont faites. Entre-temps, on voit qu'il faut continuer et probablement aller plus loin. Mais en tout cas, la question n'est pas de s'asseoir et se dire on va se retrouver puis on va réfléchir. Il y a premièrement, comment on peut apporter déjà des réponses et deuxièmement, comment on peut aller sur un sujet qui sera réellement un sujet de fond et qui est extrêmement important. Sur les retraites, Madame Lubin, j'entre pas trop dans le sujet. Pourquoi ? On a confié la mission aux partenaires sociaux. Si on commence entre nous à dire faudrait faire ci, faudrait faire ça, moi je pense que là, on sait que jusqu'au 19 février, il y a le travail mené par la Cour des comptes pour... Non mais je ne dis pas que vous l'avez dit, je me permets de vous répondre. Je dis jusqu'au 19 février, on a le rendu sur les visions chiffrées. Après, les partenaires sociaux travaillent et ensuite, on aura incontestablement à travailler sur le sujet. Madame la sénatrice Petrus, la LODEOM, bien sûr, on protège, on garde l'amendement, pas de sujet, et c'est un élément tout à fait important. Enfin, ce qui concerne les allègements de charges, bon, très concrètement, on était sur la question qui était celle, effectivement, des charges des entreprises, d'où la volonté du gouvernement d'être à 1,6 milliard et non pas aux 4 milliards. Donc, on enclenche aux 3, mais il y a eu 4 puis 3, vous avez voté 3. Et donc, c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on atterrit sur 1,6. Yannick. Merci. Merci. En complément sur la question de la formation, un mot. L'idée, c'est naturellement pas de rentrer en compétition entre la médecine générale et les autres spécialités. Et au sein des spécialités, la discussion en fonction de la lourdeur de la spécialité, la permanence des soins et les gardes. Je crois qu'il ne faut surtout pas qu'on rentre là-dedans parce qu'on sera perdant. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience, c'était l'objet de mes travaux fin décembre 2023, c'est que quels que soient les gouvernements, nous n'avons jamais pris en conscience que le rapport au travail a changé dans le monde médical et paramédical. Et quand maintenant un médecin généraliste part en retraite, il en faut 2,3 pour le remplacer. Et ça, on jette la pierre à personne. Personne ne l'a anticipé puisque globalement, je le redis assez souvent, on forme le même nombre de médecins qu'en 1970. Donc, vous l'avez bien compris, on va former plus, on va former mieux. Ça fait partie de travaux que je mène depuis longtemps avec votre président de commission, Philippe Mouillet, et j'espère qu'on va pouvoir trouver un atterrissage ici au Sénat pour pouvoir faire bouger les lignes et pour pouvoir faire bouger les lignes sur 2 sujets qui vous intéressent. C'est naturellement de le faire en fonction des besoins des territoires, et ça fait partie encore d'une actions de territorialisation des besoins. Tous les territoires ne sont pas identiques, et de pouvoir faire en fonction du capacitaire de nos universités. Donc on est bien en lien avec le ministre de l'Enseignement supérieur et Elisabeth Borne sur ces sujets-là. Ensuite, sur la mortalité infantile, naturellement qu'on ne peut pas se satisfaire de ça, et néonatal particulièrement. Je crois que, et là c'est moi qui suis sur les plateformes de Catherine dans le continuum démographique, mais moi je serais très vigilant effectivement sur l'accès aux soins aux extrêmes âges de la vie, c'est-à-dire les personnes âgées, et notamment les enfants, et notamment avant la naissance. Et moi, je pense que nous avons des marges de progression à faire sur le diagnostic néonatal pour pouvoir améliorer tout ça. Alors, il faut le chiffrer. Il y a un certain nombre de maladies dont on a reçu beaucoup les associations de patients, mais je pense qu'on peut bouger là aussi. Mais toutes ces demandes qui sont faites, elles sont toutes légitimes, mais entendons aussi qu'il faudra que nous puissions bien avoir aussi les réformes structurelles nécessaires pour pouvoir arriver à envisager ces financements. Concernant la réforme des CPAM,
et notamment des services médicaux de ces caisses primaires d'assurance maladie. La question est revenue. Je redis que le Sénat l'avait adoptée, cette mesure-là. C'est aussi une mesure qui existe déjà. J'ai bien entendu notamment beaucoup de confrères médecins qui se sont adressés à moi en pensant qu'effectivement, ils allaient finalement être sous dépendance de directeur d'une caisse et que ça allait effectivement libérer, effectivement, ça allait finalement gêner leur libre arbitre et leur décision médicale. Mais ça, je crois que ce n'est pas du tout l'objet. Cette décision, elle est prise avec, elle fait suite déjà à un rapport IGAS qui montre que ce risque-là n'est pas soumis. Savoir que déjà ce modèle existe déjà notamment sur des systèmes que nous connaissons très bien qui sont les MSA. Donc déjà, l'organisation est de cette fête-là. Et si on veut être le plus efficient possible, il faut quand même qu'au sein d'une CPM dont on voit maintenant que finalement le rôle a beaucoup changé puisqu'ils vont jusqu'à aussi contrôler les fraudes, ça sera quand même beaucoup plus simple en interne de pouvoir aussi avoir une meilleure réponse aux usagers, mais aussi une meilleure contrôle de ces usagers. Donc je crois que je ne voyais pas non plus l'intérêt de faire repartir tout ça en région parisienne, puisque la centralisation était en région parisienne, pour qu'ensuite ça redescende. Je crois qu'on veut tous plus de services publics dans nos territoires, c'est le dernier kilomètre, cette proximité. Et bien là, on propose justement que le service médical soit déjà effectivement dans les caisses primaires d'assurance maladie, mais qu'il puisse avoir un projet global. Parce que quand un directeur de CPM veut embarquer ses équipes sur un certain nombre de choses, et pardon, mais celui de la fraude qui reste quand même un sujet, 13,5 milliards quand même, je le rappelle, eh bien c'est quand même normal d'avoir tout le monde à bord, quel que soit son rôle et sa fonction, pour essayer d'y travailler au mieux. Mais attention, la fraude, encore une fois, c'est pas contre le patient et contre le professionnel de santé, c'est lutter contre les filières qui sont très organisées pour lesquelles c'est devenu un business. Très bien, merci. Je crois qu'il y a une dernière information, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, pour remercier Mesdames et Messieurs les sénateurs. Et comme nous n'avons pas du tout abordé le sujet du handicap, je voudrais quand même vous donner 2 éléments. Vous le savez très bien, on est à quelques jours du 11 février. Donc évidemment, il y a une communication au Conseil des ministres sur le sujet, sur le bilan de ce qui a été fait, mais surtout du long chemin qu'il reste à parcourir. Et vous informer également qu'il y aura une sortie en fin de semaine sur les fauteuils roulants. Donc l'engagement sera tenu et donc il y aura bien cette sortie sur la prise en charge des fauteuils roulants. Merci. Fin de semaine. Jeudi et vendredi, je n'ai pas le moment précis, c'est pour ça que je vous dis fin de semaine. Fin de semaine, voilà. Merci d'avoir été respectés les uns et les autres, à la fois les sénateurs et les ministres, le timing. Désolé pour les conditions de cette audition, on l'entend bien. Et donc, j'ai déjà un accord de nos ministres pour revenir après le PLFSS dans une audition structurée dans lequel elle nous sera amenée à réaborder un certain nombre de sujets sur le fond. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Bien, bien. C'est bon, j'ai. Allez, installez-vous.